J'étais en route pour l'aéroport quand j'ai réalisé que j'avais oublié mon passeport. En rentrant discrètement à la maison, j'ai entendu la voix de mon mari à l'étage. Je me suis approché et ce que j'ai entendu m'a glacé le sang. Ma main tremblait sur la poignée de la porte, figée, littéralement gelée. Je ne pouvais pas bouger, pas respirer, pas penser. À travers le plafond au-dessus de moi, sa voix descendait. Mon mari, l'homme que j'aimais depuis 8 ans, l'homme en qui j'avais confiance pour tout. Mon cœur, ma vie, l'héritage de ma famille. Oui, elle vient de partir pour l'aéroport, a-t-il dit, son ton désinvolte, presque joyeux. Cet idiote a vraiment cru à l'histoire de Paris. Tu y crois? Un rire. Son rire. Le même rire qui me donnait des papillons dans le ventre le transformait maintenant en glace. J'aurais dû continuer à conduire vers l'aéroport. J'aurais dû être dans cet avion pour Paris pour la conférence d'affaires. Mais j'avais oublié mon passeport. Une si simple erreur. Une erreur si catastrophique. Non, non, ne t'inquiète pas, a-t-il continué. Et je pouvais l'entendre faire les 100 pas dans notre chambre. Notre chambre où nous avions fait l'amour ce matin même. Où il m'avait embrassé pour me dire au revoir et qu'il allait me manquer. D'ici son retour dans 3 jours, tout sera terminé. Les papiers sont prêts. La maison de sa mère sera saisie d'ici vendredi. La vieille bique ne saura même pas ce qui lui est arrivé. La maison de ma mère. La maison familiale. La seule chose que mon père mourant nous avait laissée. Mes genoux ont fléchi, mais je me suis rattrapé contre le mur. Ma valise de marque est tombée avec un bruit sourd sur le sol en marbre. Mon pouls martelait si fort dans mes oreilles que j'ai failli manquer ces mots suivants. Presque. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'elle a tout signé elle-même, chaque document. Elle m'a même remercié de m'occuper des finances de la famille. Il a fait une pause, et quand il a repris la parole, sa voix dégoulinait d'un venin que je n'avais jamais entendu auparavant. Après toutes ces années à faire semblant d'aimer cette femme frigide et ennuyeuse. Je vais enfin avoir ce que je mérite. Ce que nous méritons tous les deux, bébé. Bébé. Il parlait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qu'il appelait bébé. Le sol a basculé sous mes pieds. 8 ans de mariage, 8 ans de ma vie, et je n'avais jamais connu cet homme. Mais alors que je me tenais là, dans le hall de notre maison d'1 million de dollars, la maison que j'avais achetée avec mon héritage, mon choc a commencé à se cristalliser en autre chose, quelque chose de froid, de tranchant, de mortel. J'ai ramassé ma valise tombée sans un bruit. Mes mains ne tremblaient plus. Ma respiration était stable et mesurée, car je venais de réaliser quelque chose d'important. Il ne savait pas que j'étais là. Il pensait que j'étais en route pour Paris, ce qui signifiait que j'avais 3 jours. 3 jours pendant lesquels il pensait que j'étais parti. 3 jours pour tout découvrir. 3 jours pour planifier. 3 jours pour détruire l'homme qui m'avait détruite. J'ai reculé silencieusement, j'ai fermé la porte d'un déclic doux, et je suis retourné dans ma voiture. Mais je n'allais plus à l'aéroport. J'allais à la guerre. Avant de continuer, veuillez écrire dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où vient notre famille mondiale. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez vous abonner. Votre soutien nous aide à vous apporter encore plus de récits de vengeance épique de la vie. Bonne écoute. Laissez-moi vous ramener en arrière, avant que le monde ne s'effondre. À l'époque où j'étais assez stupide pour être heureuse. Je m'appelle Emma Catherine Westfield, j'ai 32 ans, PDG de Westfield Analytics, une entreprise de sécurité des données fondée par mon père il y a 20 ans. Après sa mort il y a 3 ans, j'ai pris la relève, la transformant d'une petite entreprise régionale en une puissance nationale. Nous valions 43 millions de dollars. Pas mal pour une fille diplômée en littérature qui a appris les affaires sur le tas. J'ai rencontré Thomas Bennett lors d'un gala de charité il y a 8 ans. Il était beau, de manière classique. Grand, cheveux noirs, toujours parfaitement coiffé, des yeux bleus qui se plissaient quand il souriait. Il travaillait dans la promotion immobilière, m'a-t-il dit. Pas un succès fulgurant, mais à l'aise, ambitieux. Il était charmant, en quelque sorte. Il m'a fait rire après des années passées à me noyer dans le chagrin de la mort de mon père. Il écoutait quand je parlais de la pression de diriger l'entreprise. Il me massait les pieds après de longues journées. Il ne m'a jamais fait sentir que j'étais trop ou pas assez. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage sur une plage de Santorin.
Le coucher de soleil peignant tout en rose doré. J'ai pleuré en disant oui. Des larmes de joie. Mon Dieu, j'étais si naïve. Le mariage était magnifique. 300 invités au domaine Hillcrest. Ma mère m'a conduite à l'hôtel car papa ne le pouvait pas. Thomas a pleuré en me voyant dans ma robe. Il avait écrit ses propres vœux. A promis de m'aimer, de me chérir, de me protéger pour toujours. J'ai cru chaque mot. Les premières années ont été bonnes. Vraiment bonnes, je pensais. Nous avons acheté la maison sur Riverside Drive. 5 chambres, 4 salles de bain. Une vue sur la ville a coupé le souffle. J'ai payé la majeure partie, mais Thomas a contribué ce qu'il pouvait grâce à ses affaires immobilières. Il disait qu'il voulait participer même si je gagnais plus d'argent. Je l'aimais pour ça, pour sa fierté, son indépendance. Quelle blague. Il était attentionné envers ma mère, ce que j'appréciais. Après la mort de papa, elle avait eu du mal. Dépression, anxiété, le poids de perdre son partenaire de 35 ans. Thomas lui rendait visite, l'aidait avec les réparations de la maison, gérait ses factures quand les choses se compliquaient. Laisse-moi m'en occuper, disait-il en m'embrassant sur le front. Tu en as assez avec l'entreprise. Je m'occuperai de ta mère. J'étais si reconnaissante, si soulagée d'avoir quelqu'un pour partager le fardeau. Je ne me suis jamais demandé pourquoi il avait besoin que ma mère signe des papiers. Procuration, avait-il expliqué. Juste au cas où il arriverait quelque chose et que nous devions prendre des décisions médicales. Intelligent, ai-je pensé. Responsable. Je ne me suis jamais demandé pourquoi il s'était autant intéressé aux finances de la famille. Quand il avait suggéré de regrouper nos comptes, de rationaliser nos investissements, j'avais accepté volontiers. Il était doué avec les chiffres après tout, et je lui faisais confiance. Ce mot. Confiance. C'est une chose si fragile, n'est-ce pas? Comme un vase inestimable autour duquel on construit toute sa vie, sans jamais réaliser qu'il est déjà fissuré. Attendant juste le bon moment pour se briser complètement. Les fissures étaient là depuis le début. Je n'avais juste pas regardé d'assez près. Je ne suis pas allé à l'aéroport. Au lieu de cela, j'ai conduit jusqu'à un café à 3 pâtés de maison de chez nous et je me suis garé à l'arrière, où ma voiture ne pouvait pas être vue de la rue. Mes mains serraient si fort le volant que mes jointures sont devenues blanches. Thomas croyait que j'étais dans un avion pour Paris. La conférence était réelle. J'avais prévu d'y assister depuis des mois, 3 jours de réunions, de réseautage, de présentations. J'en avais parlé pendant des semaines. Mais maintenant, j'avais quelque chose de plus important à faire. J'ai sorti mon téléphone avec des doigts tremblants et j'ai appelé mon assistante, Rebecca. Elle a répondu à la première sonnerie. Emma, tu n'es pas censée embarquer? Changement de plan, ai-je dit, gardant ma voix stable par pure volonté. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, et je n'ai pas besoin que tu poses de questions. Peux-tu faire ça? Une pause. Rebecca travaillait pour moi depuis 5 ans. Elle était vive, loyale, et me lisait mieux que presque n'importe qui. Bien sûr, a-t-elle dit doucement. De quoi as-tu besoin? Appelle les organisateurs de la conférence. Dis-leur que j'ai eu une urgence familiale et que je ne peux pas y assister. Ensuite, j'ai besoin que tu me couvres au bureau. Dis à tout le monde que je suis toujours à la conférence, comme prévu. Si quelqu'un demande de mes nouvelles, je suis à Paris. Injoignable sauf par email. Emma, qu'est-ce qui? S'il te plaît, Rebecca. Je t'expliquerai tout bientôt, mais pour l'instant, j'ai besoin que tu me fasses confiance. Une autre pause, plus longue cette fois. Tu es à Paris. Compris. Merci, ai-je murmuré. Je t'appellerai dans un jour ou deux. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions. Prochain appel, ma mère. Elle a répondu à la 4e sonnerie, l'air fatigué. Emma, ma chérie, je pensais que tu prenais l'avion pour Paris aujourd'hui. Maman. Je suis à l'aéroport maintenant. Le mensonge avait un goût amer mais nécessaire. Écoute, je dois te demander quelque chose. Ces papiers avec lesquels Thomas t'a aidé, les trucs financiers. As-tu des copies? Oh, eh bien, Thomas a tout organisé dans un dossier. Il a dit que c'était plus sûr de tout garder au même endroit. Pourquoi? Mon estomac s'est noué. Maman, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi.
As-tu des relevés bancaires? N'importe quoi qui montre tes comptes? Je n'ai pas vérifié depuis un moment, ma chérie. Thomas a dit que tout allait bien, que tout était géré. Il a été d'une grande aide, tu sais. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui pour s'occuper de ces choses. J'ai fermé les yeux, luttant contre la nausée. Maman, j'ai besoin que tu ailles à la banque demain. À la première heure. Demande un relevé complet de tous tes comptes et vérifie pour la maison. Assure-toi que l'hypothèque est à jour. Emma, de quoi s'agit-il? Quelque chose ne va pas? Je ne pouvais pas lui dire. Pas encore. Pas avant de tout savoir. Juste par prudence, maman. Tu sais comment je suis avec les finances. S'il te plaît, fais-le pour moi. Elle a accepté, l'inquiétude tintant sa voix. Mais elle me faisait confiance. Contrairement à moi, elle avait encore de bons instincts sur qui faire confiance. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ce parking et j'ai fait une liste sur mon téléphone. Tout ce que je devais découvrir, chaque document que je devais voir, chaque vérité que je devais déterrer. Les relevés téléphoniques de Thomas, nos comptes bancaires, tous, les dossiers financiers de ma mère, l'entreprise immobilière de Thomas. Était-elle même réelle? La femme qui l'avait appelée, bébé. Quel papier j'étais censé avoir signé? Qu'est-ce qui allait arriver vendredi à la maison de ma mère? La conférence se terminait dimanche soir. Nous étions mercredi après-midi. J'avais 4 jours avant que Thomas ne s'attende à mon retour. 4 jours pour devenir quelqu'un que je n'avais jamais été. Une détective, une espionne, une femme qui n'avait plus rien à perdre. J'ai démarré la voiture et j'ai conduit jusqu'au seul endroit où je savais que Thomas ne me chercherait jamais. La maison au bord du lac de ma meilleure amie, Véronica, à 2 heures au nord de la ville. Elle était en vacances au Japon pour 2 semaines. J'avais une clé. Il était temps de commencer à creuser. La maison au bord du lac était exactement ce dont j'avais besoin. Isolée, calme, avec une connexion internet solide et aucune chance de croiser quelqu'un qui me connaissait. Je suis entré, j'ai posé ma valise dans la chambre d'amis et j'ai installé mon ordinateur portable sur la table de la cuisine. Puis j'ai commencé à fouiller ma vie. Premier arrêt, nos comptes bancaires. J'avais accès à tout, ou du moins je le pensais. Je me suis connecté à notre compte chèque commun. Le solde semblait normal, 34 000 $. Notre compte d'épargne, 215 000 $. Mais quelque chose me chiffonnait. J'ai consulté l'historique des transactions et j'ai commencé à faire défiler. Des dépôts réguliers de mon salaire. Des dépenses normales, épicerie, charges, hypothèque. Tout semblait normal. Trop normal. J'avais appris en affaires que lorsque quelque chose semble parfait, c'est généralement qu'il cache quelque chose de pourri. Je suis remonté plus loin. 6 mois, 1 an, 2 ans. Là. De petits transferts. 2000 ici, 1500 là. Toujours vers un compte que je ne reconnaissais pas. Les montants étaient assez faibles pour que je ne les ai jamais remarqués. Nous avions beaucoup d'argent après tout. Mais sur 2 ans, ces petits transferts s'additionnaient. J'ai fait le calcul 3 fois. J'étais sûr d'avoir fait une erreur. 347 000 $ envolés. Ma vision s'est brouillée. C'était mon argent. De l'argent que j'avais gagné. De l'argent que j'avais transféré sur notre compte commun parce que nous étions mariés. Nous étions partenaires. Nous étions censés construire une vie ensemble. J'ai pris un carnet et j'ai noté le numéro de compte vers lequel l'argent avait été transféré. Puis j'ai continué à creuser. Nos comptes d'investissement ensuite. Thomas avait suggéré de les regrouper il y a 2 ans, de tout transférer vers une nouvelle société avec de meilleurs rendements. J'étais occupé par l'acquisition d'un client important et j'avais à peine jeté un coup d'œil aux documents avant de signer. Je me suis connecté au portail d'investissement. La page principale indiquait la valeur de notre portefeuille, 1,2 million de $. Mais quand j'ai examiné les avoirs réels, mon sang s'est glacé. Le compte était au seul nom de Thomas. Mon nom n'apparaissait nulle part. Bien que 90% de cet argent provienne de mon héritage, de mon salaire, de mes primes. J'ai vérifié les documents que j'avais signés. Dans un langage juridique que j'étais trop occupé et trop confiante pour analyser attentivement, j'avais transféré la pleine propriété à Thomas, n'étant mentionné qu'en tant que bénéficiaire en cas de son décès. J'avais renoncé à plus d'1 million de $.
Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser mon café avant de le renverser. Comment? Comment avais-je pu être si stupide? Mais je savais comment. Parce que je l'aimais. Parce que je lui faisais confiance. Parce que quand on aime quelqu'un, on ne lit pas les petits caractères de chaque document qu'il vous présente. Vous signez là où il vous dit de signer. Et vous le croyez quand il dit que c'est dans votre meilleur intérêt. Quel idiote j'avais été. Je me suis forcé à continuer. Les comptes de ma mère ensuite. Ça a pris un peu de temps. Je n'étais pas officiellement sur ses comptes, mais j'avais son numéro de sécurité sociale et assez d'informations personnelles pour passer les questions de sécurité de la banque. Techniquement illégal, probablement, mais je me fichais des détails techniques. Le compte chèque de ma mère avait $1 200. C'était faux. Tellement faux. Ma mère avait hérité de $300 000 à la mort de mon père, plus son assurance vie. Elle avait toujours été économe, prudente avec l'argent. Il aurait dû rester au moins $200 000. J'ai vérifié son compte d'épargne. Solde nul. Le compte avait été fermé il y a 3 mois. Tous les fonds transférés. J'ai consulté les registres hypothécaires de sa maison. La maison où j'avais grandi, où mon père m'avait porté par-dessus le seuil quand il m'avait ramené de l'hôpital, où j'avais appris à faire du vélo dans l'allée et où j'avais eu mon premier baiser sur le porche. La maison était en procédure de saisie. La banque avait déposé les papiers il y a 2 semaines. Vente aux enchères prévue pour vendredi. Ce vendredi, dans 2 jours. Ma mère n'en avait aucune idée. Thomas avait intercepté tous les avis, sans aucun doute. Lui avait dit que tout allait bien. Et elle l'avait cru, parce qu'il était son gendre, parce qu'il avait été si serviable, parce qu'elle lui faisait confiance, tout comme moi. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi jusqu'à ce qu'il ne reste que de la bile et de la rage. Après m'être nettoyé et avoir bu de l'eau, je suis retourné à mon ordinateur portable avec un nouvel objectif. La femme, celle qu'il avait appelée « bébé ». Les relevés téléphoniques de Thomas me diraient tout, mais je n'y avais pas accès. Ou peut-être que si. Nous étions sur un forfait familial. J'étais la titulaire principale du compte. J'ai ouvert le site de notre opérateur de téléphonie mobile et je me suis connecté. Bingo. Je pouvais voir chaque appel, chaque texto, chaque bit de données utilisées pour nos 2 lignes. J'ai téléchargé les relevés de Thomas pour l'année écoulée et j'ai ouvert le fichier avec des mains tremblantes. Un numéro apparaissait encore et encore. Plusieurs appels par jour, des textos à toute heure. Le schéma remontait à 18 mois. 18 mois, 1 an et demi de mensonges. J'ai fait une recherche inversée du numéro. Il appartenait à une certaine Melissa Hartley, 28 ans, adresse dans les luxueux Waterford Towers en centre-ville. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. 28 ans, 4 ans de moins que moi. J'ai consulté ses réseaux sociaux. Elle était belle, blonde, mince, sourire parfait. Son Instagram était rempli de sacs de créateurs, de restaurants chers, de vacances exotiques. Sa biographie disait qu'elle était une influenceuse lifestyle. J'ai fait défiler ses photos avec une fascination morbide. Là, une photo d'il y a 4 mois. Des coupes de champagne au coucher du soleil. La légende, meilleure vue de la ville avec ma personne préférée. On ne voyait pas avec qui elle était, mais dans le reflet de la fenêtre derrière elle, je pouvais juste distinguer la silhouette d'un homme. Cheveux noirs. Thomas. J'ai continué à faire défiler. D'autres photos. Une main tenant la sienne à travers une table de dîner. J'ai reconnu la montre de Thomas. Une ombre à l'arrière-plan d'une photo de plage. La même plage où nous avions passé nos vacances l'été dernier. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Il m'avait dit que c'était une conférence immobilière à Miami. Combien de mensonges? Combien de fois m'avait-il regardé dans les yeux et dit qu'il m'aimait pendant qu'il planifiait ça? Planifier de tout voler et de me laisser sans rien. Mais je ne comprenais toujours pas toute l'histoire. Il trichait, il volait, mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose dans cet appel que j'avais surpris. Après toutes ces années à faire semblant d'aimer cette femme frigide et ennuyeuse. Je vais enfin avoir ce que je mérite. Ce que nous méritons tous les deux. Ce que nous méritons tous les deux. Thomas et Melissa. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un plan. Ils planifiaient quelque chose ensemble. Je devais savoir quoi, et je devais le savoir maintenant.
J'ai attrapé mon téléphone et j'ai appelé la seule personne que je savais pouvoir m'aider. Ma colocataire de fac, Jade, qui était devenue détective privée après avoir obtenu son diplôme. Emma, comment va Paris? Tout le monde pensait que j'étais à Paris. Jade, j'ai besoin de ton aide. Et j'ai besoin que tu gardes ça complètement confidentiel. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique surpris, l'argent volé, Mélissa, la saisie de la maison de ma mère. Quand j'ai eu fini, je pleurais, les mots sortant dans un flot de douleur et de fureur. Bon sang, a soufflé Jade. Emma, je suis tellement désolé. Ne sois pas désolé. Aide-moi. J'ai besoin de tout savoir. Ce qu'il prépare, jusqu'où ça va, tout. Laisse-moi passer quelques appels. J'ai des contacts qui peuvent accéder à des dossiers. Donne-moi jusqu'à demain matin. Où es-tu? Je lui ai parlé de la maison au bord du lac. Reste là-bas. Ne contacte pas Thomas. Ne lui laisse pas savoir que tu sais quoi que ce soit. Peux-tu faire ça? Oui. Ma voix était calme maintenant. Les larmes avaient cessé. Je peux faire ça. Bien. Je t'appellerai demain avec ce que j'aurai trouvé. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans l'obscurité grandissante de la maison au bord du lac et j'ai regardé le soleil se coucher sur l'eau. Le ciel saignait de rouge et d'orange, beau et violent à la fois. J'ai pensé à la femme que j'étais ce matin. Heureuse, naïve, confiante. Cette femme était morte. La femme assise ici maintenant était quelqu'un de nouveau, de plus dur, quelqu'un qui savait exactement de quoi le monde était capable, et quelqu'un qui allait leur faire payer. Jade a appelé à 7 heures du matin le lendemain. J'avais à peine dormi, mon esprit tourbillonnant de scénarios, de plans et de rage. J'ai tout, a-t-elle dit sans préambule. Et Emma, c'est pire que tu ne le pensais. Dis-moi tout. Thomas Bennett n'est même pas son vrai nom. C'est Thomas Bradley Kane. Il a un casier judiciaire. Fraude, détournement de fonds. Il a fait 3 ans de prison il y a 7 ans. Il est sorti, a changé légalement de nom, a créé une toute nouvelle identité. Le café que je venais de siroter s'est transformé en acide dans mon estomac. Quoi? Son entreprise immobilière n'existe pas. N'a jamais existé. Le bureau où il disait travailler, il a loué un espace de bureau virtuel pour $50 par mois. Chaque dollar qu'il a eu ces 8 dernières années venait de toi. 8 ans. Toute notre relation. Tout ça, un mensonge depuis le tout début. Et Mélissa? Mélissa Hartley. C'est sa partenaire, et je veux dire partenaire d'affaires. Ils ont déjà monté cette arnaque, 2 fois que je peux confirmer. Thomas rencontre une femme riche, généralement vulnérable d'une manière ou d'une autre. Il la séduit, l'épouse, accède lentement à ses finances. Puis lui et Mélissa vident systématiquement tout. Le temps que la femme s'en rende compte, ils sont partis. Les autres femmes, que leur est-il arrivé? Le silence de Jade était lourd. L'une a fait faillite et a tout perdu. L'autre, Emma. Elle s'est suicidée il y a 2 ans. Je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais plus penser. C'était un prédateur, un escroc, et je l'avais laissé entrer dans ma vie, ma maison, ma famille. Il y a plus, a continué Jade. Les papiers que tu as signés, certains d'entre eux transféraient la propriété de Westfield Analytics. Quoi? J'ai sauté sur mes pieds, le téléphone collé à mon oreille. C'est impossible. Je l'aurais remarqué. Il a falsifié des documents, les faisant passer pour une restructuration d'entreprise à des fins fiscales. Tes avocats ont probablement les vrais papiers, mais Thomas a déposé des documents frauduleux auprès de l'État le montrant comme propriétaire majoritaire. S'il dépose ces documents auprès de ton conseil d'administration et qu'il ne réalise pas qu'ils sont faux, il pourrait potentiellement exécuter une prise de contrôle hostile de ta propre entreprise. Mon entreprise. L'héritage de mon père. La seule chose qu'il me restait de lui. Quand? Ai-je murmuré. Les documents sont datés pour lundi prochain, le jour après ton retour supposé de Paris. Tout s'est mis en place avec une clarté horrifiante. Pendant que j'étais censé être à Paris, Thomas finaliserait la saisie de la maison de ma mère, l'achetant probablement pour une bouchée de pain via une société écran. Il viderait le reste de nos comptes. Et puis, le lendemain de mon retour, il présenterait les faux documents à mon conseil d'administration,
prendrait le contrôle de mon entreprise et me mettrait dehors. Je me retrouverais sans rien. Pas d'argent, pas de maison, pas d'entreprise. Ma mère serait à la rue, et Thomas et Mélissa disparaîtraient avec tout ce que j'avais passé ma vie à construire. Emma? Emma, tu es toujours là. Je suis là. Ma voix semblait étrange. Distante. Calme. Je t'envoie tout ce que j'ai trouvé. Documents, photos, preuves. Tout est là. Tu dois aller à la police. On peut arrêter ça. Merci, Jade. Envoie-moi tout. Tu vas à la police, n'est-ce pas, Emma? Je m'en occupe. Merci pour tout. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse protester. La police? Oui, je pouvais aller à la police. Thomas serait arrêté. Il retournerait probablement en prison. Je pourrais récupérer une partie de l'argent, peut-être sauver mon entreprise, mais, peut-être, n'était pas suffisant. La prison, c'était trop facile, trop propre. Il a essayé de détruire toute ma vie. A volé ma mère mourante, a poussé une autre femme au suicide. La police lui donnerait 3 à 5 ans, peut-être. Il sortirait et recommencerait avec quelqu'un d'autre. Je voulais qu'il soit détruit, complètement, totalement, de la manière dont il avait prévu de me détruire. Je voulais me venger, et j'allais l'obtenir. J'ai passé les 12 heures suivantes à planifier. Pas n'importe quel plan. Un plan parfait. Chaque détail cartographié. Chaque éventualité considérée. Thomas se croyait un escroc. J'allais lui montrer ce qu'une vraie stratège pouvait faire. Étape 1, sécuriser mes actifs. J'ai appelé mon avocat d'entreprise, Gérald, sur son portable. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi immédiatement. Ne pose pas de questions. Emma, qu'est-ce qui? Gérald, fais-moi confiance, s'il te plaît. Une pause. De quoi as-tu besoin? Il y a des documents d'entreprise frauduleux qui ont peut-être été déposés auprès de l'État, montrant un transfert de propriété de Westfield Analytics. J'ai besoin que tu déposes une injonction immédiatement pour empêcher tout changement de propriété de l'entreprise aujourd'hui. Maintenant. C'est très inhabituel. J'ai des raisons de croire que quelqu'un tente une fraude d'entreprise. S'il te plaît, Gérald. J'expliquerai tout quand je le pourrai, mais pour l'instant j'ai besoin que ce soit fait. Une autre pause. Je déposerai la demande dans l'heure. Merci. Et Gérald, ça reste entre nous. Personne d'autre ne doit savoir. Ensuite, j'ai appelé ma banque. J'ai déplacé tout l'argent de nos comptes communs vers un nouveau compte à mon seul nom dans une autre banque. Tout. Chaque centime. Si Thomas vérifiait, il verrait des comptes vides. Laisse-le paniquer. Puis j'ai appelé la banque de ma mère. J'ai expliqué que ma mère était victime de fraude financière, que j'étais sa fille et que j'avais des preuves du crime. Il ne pouvait pas arrêter la saisie sans l'intervention de la police, mais il pouvait la retarder. Je leur ai envoyé certains des documents que Jade avait fournis, montrant la véritable identité de Thomas et son casier judiciaire. La vente aux enchères a été reportée en attendant l'enquête. La maison de ma mère était en sécurité pour le moment. Étape 2, rassembler plus de preuves. Je devais entrer dans notre maison sans que Thomas le sache. Je devais trouver les documents originaux. Toute autre preuve de ses plans. Mais comment? Puis je me suis souvenu. Thomas jouait au golf tous les jeudis matins à 9 heures. Régulier comme une horloge. Il serait parti pendant au moins 4 heures. Parfait. Étape 3, la vengeance. C'était la partie que je savourais. La partie que je planifiais avec une précision froide et méthodique. Je n'allais pas seulement exposer Thomas. J'allais le détruire si complètement qu'il regretterait d'avoir jamais entendu mon nom. Et j'allais utiliser son propre manuel pour le faire. Jeudi matin, j'ai observé notre maison depuis le bout de la rue. À 8h47, Thomas est sorti en tenue de golf, a chargé ses clubs dans sa voiture, ma voiture, techniquement, puisque je l'avais achetée, et est parti. J'ai attendu 15 minutes pour être sûr, puis je suis entré par la porte d'entrée. La maison semblait différente maintenant, contaminée. Chaque surface qu'il avait touchée, chaque pièce où il m'avait menti, chaque meuble que j'avais acheté en pensant que nous construisions une vie ensemble, tout était empoisonné. J'ai repoussé ce sentiment. Pas de temps pour l'émotion, seulement l'action.
J'ai commencé par son bureau. Il le gardait fermé à clé, m'avait dit que c'était à cause de documents clients sensibles. Je n'avais jamais remis ça en question. Maintenant, j'ai utilisé le kit de crochetage que Jade m'avait envoyé par courrier express. Il m'a fallu 3 essais, mais la serrure a cédé. Le bureau était bien rangé, organisé, des classeurs alignés le long d'un mur. J'ai commencé par son bureau. Dans le tiroir du bas, sous une pile de magazines de golf, j'ai trouvé un dossier intitulé « Projet Emma ». Projet Emma. J'étais un projet. Notre mariage, ma vie, mon amour. Tout cela réduit à un dossier étiqueté comme une transaction commerciale. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. À l'intérieur. Des emails imprimés entre Thomas et Mélissa remontant à 9 ans, avant même notre rencontre. Il m'avait ciblé spécifiquement. M'avait étudié. Connaissait la mort de mon père. Ma vulnérabilité, ma richesse. Un email de Mélissa. Daté de 3 mois avant que Thomas et moi ne nous rencontrions. Westfield est parfaite. Riche, seule, en deuil. Elle sera facile. Je vais organiser la rencontre au gala de charité. Assure-toi d'être charmant. C'est le gros coup que nous attendions. La réponse de Thomas. Ne t'inquiète pas, bébé. Je la ferai tomber si amoureuse qu'elle ne saura pas ce qui lui arrive. L'année prochaine à la même époque, nous serons sur une plage quelque part à dépenser son argent. C'était il y a 8 ans. Pourquoi cela avait-il pris si longtemps? J'ai continué à lire. Un autre email d'il y a 2 ans. Ça prend trop de temps. Elle n'est pas aussi facile à manipuler que les autres. Nous devons accélérer les choses. La réponse de Thomas. Patience. Elle vaut plus que les autres réunis. Si nous faisons ça bien, nous n'aurons plus jamais à travailler. Je mets en place les transferts financiers maintenant. 1 an ou 2 de plus maximum et nous aurons tout. Je valais plus, donc je devais souffrir plus longtemps. Quelle générosité. Mais il y avait plus. Tellement plus. Des photos de moi, des centaines. Certaines que je savais avoir été prises. Des photos de couple normal, mais d'autres. D'autres dont je n'avais pas connaissance. Des photos de moi dormant. Des photos de moi sous la douche, prises à travers une fente dans la porte de la salle de bain. Des photos de moi pleurant après une dure journée de travail. Il m'avait documenté comme un spécimen. J'ai trouvé d'autres dossiers, des registres financiers détaillés de tout ce qu'il avait volé. Des plans pour la prise de contrôle de l'entreprise, même un calendrier. Vendredi, saisie de la maison. Samedi, transfert des fonds restants. Dimanche, retour d'eux. Lundi, exécution de la prise de contrôle de l'entreprise. Mardi, demande de divorce, départ. Il avait prévu de divorcer le lendemain du vol de mon entreprise. Et là, au fond du tiroir, des billets d'avion pour les îles Caïmans pour Thomas et Mélissa, départ mercredi prochain, dans une semaine. Ils allaient disparaître avec tout et me laisser sans rien. J'ai photographié chaque page, chaque document, chaque email, chaque preuve, j'ai tout téléchargé sur un serveur cloud sécurisé. Puis j'ai continué à chercher. Dans le classeur, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Des dossiers médicaux. Les miens, de mon bilan annuel de l'année dernière. Il avait surligné une section. La patiente présente des marqueurs de troubles anxieux à un stade précoce. Médicaments à faible dose prescrits au besoin. Dans la marge, de l'écriture de Thomas, utile si nous devons la faire passer pour instable. Ils avaient prévu de me manipuler. Me faire passer pour folle si j'essayais de me défendre. Quelle minutie. Quel calcul. Quelle méchanceté absolue. J'ai trouvé plus. Un journal où Thomas avait documenté sa performance, comme il l'appelait. Des entrées sur la façon dont il devait se forcer à avoir des relations sexuelles avec moi. À quel point j'étais ennuyeuse. À quel point il détestait chaque instant de notre mariage. J'ai embrassé Emma pour lui dire au revoir ce matin, lisez une entrée. Je lui ai dit que je l'aimais. Mon Dieu, j'avais envie de vomir. La façon dont elle me regarde avec ses yeux confiants et pathétiques, elle est si désespérée d'affection. Elle ne voit pas ce qui est juste devant son nez. Encore 2 mois et je n'aurai plus jamais à la toucher. Cette entrée datait d'il y a 3 semaines. Je me suis assise sur le sol de son bureau, entouré des preuves de ma vie démolie.
Et quelque chose en moi a cédé. Pas brisé, cédé, comme un os mal ressoudé puis recassé pour guérir correctement. L'Emma qui avait aimé Thomas, qui lui avait fait confiance, qui avait cru en la bonté des gens. Elle est morte à ce moment-là. L'Emma qui s'est relevée de ce sol était quelqu'un de nouveau, quelqu'un de forgé dans la trahison et trempé dans la rage. Et elle allait réduire son monde en cendres. J'avais toutes les preuves nécessaires pour détruire Thomas légalement. Mais la destruction légale n'était pas suffisante. Il m'en fallait plus. J'ai donc fait quelque chose de fou. J'ai appelé Mélissa. Elle a répondu à la 3e sonnerie. Allô? Sa voix était douce, jeune, d'apparence innocente. Mélissa Hartley? J'ai gardé ma voix professionnelle. Froide. Oui. Qui est-ce? Je m'appelle Jennifer Ross. Je suis gestionnaire de patrimoine privé. J'ai eu votre nom par Thomas Kane. Il a dit que vous pourriez être intéressé à discuter d'opportunités d'investissement pour une somme d'argent importante qui vous parviendra bientôt. Une pause. Je pouvais presque entendre son esprit travailler. Thomas vous a donné mon numéro? C'est exact. Il a mentionné que vous étiez proche. J'ai laissé l'implication en suspens. Je vois. Sa voix s'est réchauffée. Quel genre d'opportunité d'investissement? Je préférerais en discuter en personne. Êtes-vous libre pour un café cet après-midi? Disons 15 heures au Riverside Café? Le Riverside Café était public, sûr, et surtout, il avait des caméras de sécurité. Tout ce que nous dirions serait enregistré. Je suppose que je pourrais m'arranger, a-t-elle dit, essayant de paraître décontractée, mais incapable de cacher son empressement. La pensée de l'argent, de mon argent, la rendait avide. Excellent. Je vous vois alors. J'ai passé les heures suivantes à me préparer, j'ai enfilé un costume cher que j'avais emporté, j'ai attaché mes cheveux, j'ai ajouté des lunettes dont je n'avais pas besoin, ne ressemblant en rien aux photos de moi que Thomas lui avait sûrement montrées. À 14h55, je suis entré dans le Riverside Café. Mélissa était déjà là, assise à une table d'angle, consultant son téléphone. Elle a levé les yeux quand je me suis approché. Jennifer? Elle a tendu une main parfaitement manucurée. Mélissa, merci de me rencontrer. J'ai serré sa main et je me suis assise, l'étudiant. Elle était encore plus belle en personne, jeune, vibrante, rayonnant de ce genre de confiance qui vient du fait de s'en tirer avec des choses terribles. Alors, a-t-elle dit en se penchant en avant, Thomas a mentionné une opportunité d'investissement. C'est exact. Mais d'abord, je dois vous demander, à quel point connaissez-vous Thomas? Elle a souri comme un chat. Très bien. Nous sommes partenaires d'affaires, entre autres choses. Elle se vantait maintenant, plastronnant. Elle pensait probablement que j'étais une femme de la haute société qu'elle pouvait impressionner. Je vois. Et ce partenariat d'affaires, il implique sa femme, Emma? Pour la première fois, une lassitude a traversé son visage. Que vous a dit Thomas exactement? Assez. Mais j'aimerais l'entendre de votre bouche. Vous voyez, je représente plusieurs clients qui pourraient être intéressés par votre ensemble de compétences particuliers, si vous êtes aussi bonne que Thomas le dit. L'avidité l'a emporté sur la prudence. C'est toujours le cas. Nous faisons ça depuis des années, a-t-elle dit en baissant la voix. Thomas trouve la cible. Généralement une femme riche et seule. Il la séduit, l'épouse si nécessaire, obtient l'accès à ses finances. Je l'aide à déplacer l'argent, à créer des pistes papier, à mettre en place la stratégie de sortie. Nous prenons tout et disparaissons avant qu'elle ne sache ce qui se passe. Et Emma? Mélissa a ri. A vraiment ri. Emma est la meilleure à ce jour. Si riche, si confiante. Elle a signé tout ce que Thomas lui a présenté sans même le lire. Nous avons près de 2 millions maintenant et d'ici la semaine prochaine, nous aurons aussi son entreprise. 43 millions de dollars. Vous imaginez? Je pouvais imaginer. J'imaginais plusieurs choses à ce moment-là. La plupart impliquant mes mains autour de sa gorge. Mais j'ai souri à la place. Impressionnant. Et elle n'en a aucune idée? Aucune. Elle est à Paris en ce moment. D'ici son retour, tout sera terminé. Nous serons partis et elle se retrouvera sans rien. Même pas la maison de sa mère. Elle a gloussé. A gloussé.
Nous la saisissons demain. Malin. Thomas doit être un sacré acteur, marié à elle toutes ces années. Oh, il déteste ça. Il me dit tout le temps à quel point elle est ennuyeuse. Frigide. Désespérée et pathétique. Il peut à peine la supporter. Elle s'est penchée de manière conspiratrice. Entre vous et moi, parfois nous faisons l'amour pendant qu'il est au téléphone avec elle. Il doit couper le son pour qu'elle ne m'entende pas en arrière-plan. C'est hilarant. Quelque chose a dû se voir sur mon visage car l'expression de Mélissa a légèrement changé. Ça va? Vous avez l'air. Ça va. J'ai sorti mon téléphone. Juste besoin de vous montrer quelque chose. J'ai ouvert ma galerie de photos, je lui ai montré une photo, une de moi et Thomas le jour de notre mariage. Son visage est devenu blanc. Vous voyez, Mélissa, je ne suis pas Jennifer Ross. Je suis Emma Westfield. Et vous venez de tout avouer. Elle s'est levée si vite que sa chaise est tombée. Vous ne pouvez pas, ne peut pas quoi? Ne peut pas enregistrer notre conversation? Si. Je peux. C'est un état à consentement unilatéral. Et même si ce n'était pas le cas, vous voyez ces caméras. J'ai montré du doigt les caméras de sécurité positionnées autour du café. Elles enregistrent aussi le son. Elle a attrapé son sac, mais j'ai attrapé son poignet. Ma prise était de fer. Asseyez-vous. Quelque chose dans ma voix l'a fait obéir. Elle s'est rassise sur sa chaise, le visage pâle. Voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix basse et froide. Vous allez tout me dire. Chaque détail de votre plan, chaque document que Thomas a falsifié. Chaque compte où vous avez caché de l'argent, chaque chose que vous avez faite. Et si vous coopérez, peut-être, je laisserai la police être clémente avec vous. Je veux un avocat, a-t-elle murmuré. Oh, vous en aurez un, en prison. Mais pour l'instant, vous allez me parler, car si vous ne le faites pas, je m'assurerai que vous payez pour tout. Vous avez mentionné une autre femme, celle qui s'est suicidée. Je m'assurerai que cela fasse l'objet d'une enquête pour homicide involontaire. Meurtre au cours de la commission d'une fraude. C'est la prison à vie, Mélissa. C'était du bluff. Ça ne tiendrait probablement pas légalement, mais elle ne le savait pas. Elle s'est complètement effondrée. A commencé à pleurer et à parler, les mots sortant dans un flot. Elle m'a tout dit. Où l'argent était caché, des comptes offshore au Caïman, quels documents étaient falsifiés et lesquels étaient réels, les sociétés écrans que Thomas avait créées, le calendrier complet de leur plan. Et elle m'a parlé des autres, 4 femmes au total, y compris moi. Une qui avait tout perdu, une qui s'était suicidée, une qui avait disparu. Mélissa ne savait pas ce qui lui était arrivé. Et la façon dont elle l'a dit m'a fait penser au pire. Quand elle a eu fini, j'avais tout ce dont j'avais besoin. Je me suis levé. Merci pour votre coopération. Attendez, vous avez dit que vous m'aideriez. Dire à la police que j'ai coopéré. Je l'ai regardé. Ce beau monstre qui avait ri de la destruction de ma vie. J'ai menti, ai-je dit simplement. De la même manière que vous et Thomas m'avez menti. Qu'est-ce que ça fait? Je suis sorti de ce café et je n'ai pas regardé en arrière. Vendredi matin, le jour où Thomas pensait saisir la maison de ma mère. J'avais passé la nuit blanche, mais je n'étais pas fatigué. L'adrénaline et la rage me gardaient alerte. J'ai envoyé un texto à Thomas depuis mon numéro de téléphone parisien, routé via un VPN pour faire croire que j'étais bien en France. Tu me manques. La conférence se passe bien. Je t'aime. Il a répondu en quelques minutes. Tu me manques aussi, bébé. J'ai hâte que tu rentres. Bébé. Il avait appelé Mélissa, bébé, et moi, babe. Je me suis demandé s'il faisait ça pour s'y retrouver dans sa tête. J'avais envie de vomir. Au lieu de ça, j'ai posé mon téléphone et j'ai appelé mon conseil d'administration. J'ai convoqué une réunion d'urgence pour lundi matin. Je leur ai dit que j'avais des preuves de tentative de fraude d'entreprise et de n'autoriser aucun changement de propriétaire avant la réunion. Ils étaient alarmés mais ont accepté. Ensuite, j'ai appelé le FBI. Pas la police locale. Le FBI, car Thomas avait commis des fraudes électroniques, des fraudes bancaires, et avait traversé les frontières des États. Des crimes fédéraux. J'ai des preuves d'une escroquerie en cours, ai-je dit à l'agent qui a répondu.
plusieurs victimes à travers les États. J'ai de la documentation, des enregistrements, tout ce dont vous avez besoin. Ils m'ont prise au sérieux, m'ont dit qu'un agent me contacterait dans les heures qui suivaient. L'agent spécial Rebecca Torres m'a appelé 2 heures plus tard. Je lui ai tout exposé, je lui ai envoyé chaque preuve que Jade avait trouvée, chaque photo que j'avais prise du bureau de Thomas, l'enregistrement de ma conversation avec Melissa. Mademoiselle Westfield, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, c'est très complet. Nous aurons besoin que vous veniez faire une déposition formelle. Je le ferai, mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'abord. Quoi donc? Attendez jusqu'à lundi. J'ai besoin de ce week-end. Madame, s'il y a un crime en cours. La saisie a été arrêtée. L'argent est sur des comptes offshore. Il ne va nulle part ce week-end. Mais lundi, Thomas prévoit d'exécuter la prise de contrôle de mon entreprise. Si vous l'arrêtez avant, vous ne l'aurez peut-être pas sur tous les chefs d'accusation. Attendez jusqu'à lundi. Prenez-le en flagrant délit. Une longue pause. Vous voulez qu'il s'incrimine davantage. Je veux qu'il se pende avec sa propre corde. Une autre pause. Je ne peux pas officiellement accepter ça. Mais officieusement. Officieusement. Nous planifierons notre opération pour lundi matin. Mais mademoiselle Westfield, si vous prévoyez quelque chose d'illégal. Je ne prévois rien d'illégal. Je prévois juste de le regarder se détruire. Ce n'était pas entièrement vrai, mais elle n'avait pas besoin de le savoir. J'aurais dû passer ce week-end à me préparer pour lundi. Au lieu de ça, j'ai fait autre chose. Je suis allé voir la première femme que Thomas avait détruite. Elle s'appelait Caroline Fletcher. Jade l'avait retrouvée dans un petit appartement d'un quartier délabré à 3 heures de route. Elle avait 41 ans. Il y a 8 ans, elle était une agent immobilier à succès valant 3 millions de dollars. Maintenant, elle cumulait 2 emplois de serveuse et vivait dans un studio à la peinture écaillée. J'ai frappé à sa porte samedi après-midi. Elle a ouvert avec précaution, la chaîne encore en place. Puis-je vous aider? Mademoiselle Fletcher? Je m'appelle Emma Westfield. Je dois vous parler de Thomas Kane. Son visage est devenu blanc. Je ne connais personne de ce nom. Vous le connaissiez sous le nom de Thomas Morrison. Vous étiez marié à lui il y a 6 ans. Ses mains se sont mises à trembler. S'il vous plaît, partez. Il m'a fait ce qu'il vous a fait. Je vais l'arrêter, mais j'ai besoin de votre aide. Cela l'a fait hésiter. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Il est trop prudent. J'ai essayé. Je suis allé à la police et ils ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves. J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma maison, mes économies, tout. J'ai des preuves, assez pour le mettre en prison pour des années. Mais j'ai besoin que vous témoigniez de ce qu'il vous a fait. Je ne peux pas, des larmes ont rempli ses yeux. Je ne peux pas revivre ça. Tout revivre. Que les gens se demandent si je n'étais qu'une femme stupide qui s'est laissée avoir. Vous n'étiez pas stupide. Vous avez été ciblé par un prédateur professionnel. Et il y a une autre femme, Caroline. Elle n'y a pas survécu. La main de Caroline est allée à sa bouche. Oh, mon Dieu. Aidez-moi à m'assurer qu'il n'y ait plus de victimes. Aidez-moi à le faire enfermer. Elle m'a regardé un long moment, les larmes coulant sur son visage. Puis elle a hoché la tête. Je témoignerai. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Nous avons passé les 3 heures suivantes à tout revoir. Elle m'a raconté son histoire, et c'était horriblement similaire à la mienne. Thomas l'avait séduite, l'avait épousée, avait lentement obtenu l'accès à ses finances, puis avait disparu avec tout. Elle s'était retrouvée en faillite, brisée, mais elle était plus forte qu'elle ne le savait. Quand je suis parti, elle se tenait plus droite, parlait plus fermement. Obtenir justice ne lui rendrait peut-être pas ce qu'elle avait perdu, mais ça lui donnerait autre chose. Une conclusion. Je suis retourné à la maison au bord du lac cette nuit-là avec un sentiment étrange dans la poitrine. Un but. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'avais l'impression de faire quelque chose qui comptait. Thomas avait détruit tant de vies, mais j'allais m'assurer qu'il n'en détruirait plus jamais une autre. Dimanche soir, je suis retourné en ville, chez moi, chez Thomas. Il pensait que j'atterrissais à 20 heures. J'ai parfaitement synchronisé mon arrivée, me garant dans le garage à 20h47, comme si j'avais pris un Uber de l'aéroport.
Je suis resté assise dans la voiture un moment pour me préparer. J'allais entrer là-dedans et faire comme si de rien n'était. Faire comme si je ne savais pas ce qu'il était, ce qu'il avait fait. Je pouvais le faire. Je devais le faire. J'ai pris ma valise et je suis entré par la porte de la cuisine. Thomas était là, en train de préparer le dîner. Il s'est retourné en m'entendant, son visage s'illuminant d'un large sourire. « Emma, bienvenue à la maison, bébé. » Il a traversé la cuisine et m'a prise dans ses bras. Ses bras autour de moi, ses lèvres sur mes cheveux, son corps pressé contre le mien. Je me suis forcé à ne pas reculer, je me suis forcé à le serrer en retour. « Tu m'as manqué » a-t-il murmuré. « Toi aussi » ai-je dit, et ma voix n'a pas tremblé. J'avais répété. Il s'est reculé, regardant mon visage. Comment était Paris? Épuisant, mais bien. J'ai noué de bons contacts. Les mensonges sont venus plus facilement que prévu. Peut-être parce que j'avais appris d'un expert. Je prépare ton plat préféré, du poulet piccata. Tu dois mourir de faim. C'était vrai. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais mangé un repas complet, mais l'idée de manger de la nourriture qu'il avait préparée me retournait l'estomac. En fait, je ne me sens pas très bien. Je pense que quelque chose que j'ai mangé dans l'avion ne m'a pas convenu. Je vais peut-être juste prendre une douche et aller me coucher. L'inquiétude a traversé son visage. Une inquiétude si convaincante. Oh non. Puis-je t'apporter quelque chose? Du thé au gingembre, des crackers? Non, ça va. J'ai juste besoin de me reposer. Je me suis échappé dans notre chambre avant qu'il ne puisse en dire plus. Sous la douche, je me suis frotté la peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge, essayant de laver la sensation de son contact. Demain. Tiens bon jusqu'à demain, et tout sera terminé. Je me suis séché, j'ai mis un pyjama et je suis monté dans le lit. Thomas est entré quelques minutes plus tard. Tu te sens mieux? Un peu, juste fatigué. Il s'est glissé dans le lit à côté de moi, a passé son bras autour de moi, m'a embrassé l'épaule. J'avais envie de crier, de lui griffer le visage, de lui dire que je savais tout. Au lieu de ça, j'ai fermé les yeux et j'ai fait semblant de dormir. À côté de moi, Thomas s'est détendu, sa respiration devenant régulière. Au bout d'une heure environ, je l'ai senti retirer délicatement son bras et glisser hors du lit. J'ai gardé les yeux fermés, ma respiration stable. Je l'ai entendu traverser la pièce à pas feutrés, ouvrir la porte de son bureau. Je l'ai entendu au téléphone, la voix basse. Oui, elle dort. Non, elle ne se doute de rien. Demain matin, à la première heure, je présenterai les documents au conseil d'administration à 10 heures. D'ici demain après-midi, nous posséderons son entreprise. Je sais, bébé. Je sais. Juste un jour de plus à faire semblant, et puis nous serons libres. Une pause. Je t'aime aussi. À demain. Il est revenu se glisser dans le lit, a de nouveau passé son bras autour de moi. En quelques minutes, il dormait. Je suis resté allongé là, dans l'obscurité, son bras sur ma taille, et j'ai souri. Demain, Thomas allait avoir exactement ce qu'il méritait. Je me suis réveillé avant Thomas. J'ai pris une douche, je me suis habillé avec mon meilleur tailleur, bleu marine, parfaitement ajusté. Je me suis regardé dans le miroir. La femme qui me regardait était différente de celle qui se tenait dans cette salle de bain il y a une semaine. Plus dure, plus vive, dangereuse. Je l'aimais bien. Thomas était dans la cuisine quand je suis descendu. Le café était déjà prêt. Grosse journée, a-t-il demandé en me tendant une tasse. Réunion du conseil d'administration à 10 heures, ai-je dit. Session d'urgence sur des problèmes potentiels de l'entreprise. Son expression a-t-elle vacillé? Juste une seconde. Tout va bien, a-t-il demandé d'une voix désinvolte. Nous verrons bien. Je lui ai souri. J'ai pris une gorgée de café. Et toi? Que as-tu au programme? Oh, juste quelques courses. Des papiers à remplir. Des trucs ennuyeux. Des papiers à remplir. Les faux documents d'entreprise. Eh bien, bonne chance avec tes trucs ennuyeux, ai-je dit. J'ai quitté la maison à 9 heures. J'ai conduit jusqu'à Westfield Analytics. Mon entreprise. L'héritage de mon père. Le conseil d'administration était déjà réuni quand je suis arrivé. 8 membres,
tous des collègues et des partenaires commerciaux de confiance. Merci d'être venu à si court préavis, ai-je dit en prenant ma place à la tête de la table. Nous avons une situation grave. Je venais de commencer à expliquer quand il y a eu une agitation devant la salle de conférence. La porte s'est ouverte brusquement. Thomas se tenait là, le visage rouge, un dossier à la main. Emma, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi n'ai-je pas été informé de cette réunion? Les membres du conseil d'administration avaient l'air confus. Monsieur Bennett, c'est une réunion du conseil d'administration à huis clos. Je crains que vous ne puissiez pas, en fait, j'ai tout à fait le droit d'être ici. Thomas est entré dans la pièce, la confiance rayonnant de lui. En tant qu'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Il a claqué son dossier sur la table, en a sorti des documents. Ces papiers, dûment déposés et notariés, montrent qu'Emma m'a transféré le contrôle majoritaire de Westfield Analytics au cours des 2 dernières années. Je suis maintenant le propriétaire majoritaire, ce qui signifie que j'ai le pouvoir de... De faire quoi exactement, ai-je dit, la voix froide. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'incertitude dans ses yeux. De restructurer cette entreprise. En utilisant des documents frauduleux? J'ai sorti mon propre dossier. Parce que ces papiers que vous présentez sont des faux, Thomas. Ou devrais-je vous appeler Thomas Bradley Kane? Le sang a quitté son visage. Je ne sais pas de quoi vous. Ne fais pas ça. Ma voix a claqué comme un fouet. N'ose pas me mentir. Plus maintenant. Je me suis tourné vers le conseil. Thomas Bennett est en réalité Thomas Bradley Kane, un fraudeur condamné. Il me vole, ainsi que ma famille, systématiquement depuis 8 ans. Ces documents d'entreprise sont faux. J'ai des preuves de tout. Thomas a reculé vers la porte, mais elle s'est ouverte avant qu'il ne puisse l'atteindre. L'agent spécial Torres est entré, flanqué de 2 autres agents. Thomas Bradley Kane, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, fraude bancaire, usurpation d'identité et complot en vue de commettre une fraude. Ils lui ont lu ses droits en le menottant. Les yeux de Thomas ont trouvé les miens, et j'y ai vu le choc, la rage, et autre chose. La peur. Emma, s'il te plaît, je peux tout expliquer. C'est un malentendu. Le seul malentendu était le mien, ai-je dit en me levant. Je me suis approché de lui, je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai mal compris qui tu étais. Je pensais que tu étais un homme, mais tu n'es qu'un parasite. Je t'aime, a-t-il dit désespérément. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu veux savoir le pire, Thomas? Tu n'es même pas un bon menteur. Je t'ai entendu la semaine dernière quand je suis revenu chercher mon passeport. Je t'ai entendu au téléphone dire à quel point tu me détestais, à quel point j'étais frigide et ennuyeuse, à quel point tu avais hâte d'en finir avec la comédie. Son visage s'est affaissé. Tu as entendu? J'ai tout entendu. Et au lieu de m'effondrer, au lieu de m'écrouler comme tu le voulais, j'ai passé la semaine dernière à détruire tout ton plan. Tes comptes offshore sont gelés. Melissa est en train de se faire arrêter en ce moment même. Oh, ne t'ai-je pas dit qu'elle m'avait tout avoué? M'a parlé de toutes tes victimes, de la femme qui s'est suicidée. Non, a-t-il murmuré. Non, ce n'est pas, Caroline Fletcher témoigne contre toi. Melissa aussi. Et moi aussi. Tu vas en prison, Thomas. Pour très, très longtemps. L'agent Torres l'a tiré vers la porte. Il s'est débattu, essayant de se retourner vers moi. Emma, s'il te plaît. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je l'ai juste regardé. Tu es désolé de t'être fait prendre. C'est tout. Ils l'ont traîné dehors. Ses cris ont résonné dans le couloir. Le conseil d'administration était assis, abasourdi. Eh bien, ai-je dit en reprenant ma place. Devons-nous continuer la réunion? Le procès a duré 8 mois. Thomas a essayé toutes les défenses que son avocat a pu imaginer. Il a prétendu que j'avais conspiré avec lui volontairement puis que j'avais eu peur. Il a prétendu que Melissa avait agi seule et qu'il avait été sa victime aussi. Il a prétendu que les comptes offshore n'étaient pas les siens. Rien n'a fonctionné. Les preuves étaient accablantes. Melissa a témoigné contre lui en échange d'une peine réduite. Caroline a témoigné, sa voix forte et claire. J'ai témoigné,
expliquant au jury chaque document, chaque mensonge, chaque moment de l'arnaque de 8 ans. Le jury a délibéré pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Thomas a été condamné à 23 ans de prison fédérale. Mélissa en a eu 12. J'ai récupéré environ 60% de l'argent volé. Le reste avait été dépensé pour le style de vie luxueux de Mélissa, pour les préparatifs de Thomas pour fuir le pays, pour les coûts de leurs escroqueries. La maison de ma mère a été sauvée. J'ai remboursé entièrement l'hypothèque, je l'ai placée dans une fiducie pour qu'elle ne puisse plus jamais être touchée. Caroline Fletcher a reçu un dédommagement des fonds récupérés. Pas assez pour remplacer ce qu'elle avait perdu, mais assez pour lui donner un nouveau départ. La dernière fois que j'ai entendu parler d'elle, elle était retournée à l'école pour devenir thérapeute, spécialisée dans l'aide aux victimes de fraude financière. La femme qui s'était suicidée, elle s'appelait Jennifer Adams. Sa famille a également reçu un dédommagement. Cela ne la ramènerait pas, mais sa sœur m'a dit que cela aidait de savoir que justice avait enfin été rendue. Quant à moi, je me suis jeté dans mon travail. J'ai fait de Westfield Analytics une entreprise de 100 millions de dollars. J'ai créé une fondation pour aider les victimes de fraude financière. Services juridiques gratuits, conseils, ressources pour reconstruire leur vie. Je ne suis plus jamais sorti avec quelqu'un. L'idée de faire confiance à quelqu'un comme ça, de laisser quelqu'un entrer dans ma vie, dans mon cœur, je ne pouvais pas le faire. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Peut-être jamais. La maison sur Riverside Drive, je l'ai vendue. Je ne supportais plus d'être dans ces pièces. Je ne supportais plus les souvenirs. J'ai acheté un Penthouse en centre-ville. Tout en lignes épurées et en nouveau départ. Parfois, je me demande si j'aurais dû simplement aller à la police immédiatement. Si j'aurais dû laisser la justice suivre son cours sans m'impliquer personnellement. Mais ensuite, je me souviens de son visage quand il a réalisé que je l'avais battu à son propre jeu. La peur. Et je sais que je le referai. Je suis assise dans un café quand je la vois. Une femme dans la fin de la vingtaine, jolie d'une manière discrète. Elle est assise en face d'un homme, riant de quelque chose qu'il a dit. Il est beau, a l'air charmant. Il lui touche la main à travers la table et elle rougit. Quelque chose dans la scène me met mal à l'aise. Quelque chose dans la façon dont il la regarde, comme si elle était une cible, pas une personne. J'ai failli m'en aller. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne suis pas la protectrice de toutes les femmes contre tous les escrocs. Mais ensuite je le vois jeter un coup d'œil à son téléphone et son expression change, juste une seconde. Calcul, planification froide. Puis le masque du charme revient en place. Je connais ce regard. Je me dirige vers leur table. La femme lève les yeux, surprise. Je suis vraiment désolé d'interrompre, dis-je, en la regardant elle. Pas lui. Mais êtes-vous allé à l'université d'État? Je pense que nous aurions pu avoir un cours ensemble. Le cours d'éthique des affaires du professeur Morrison. Elle a l'air confuse. Oh, non. Je suis allé à Central. Désolé, je me suis trompé. Je souris pour m'excuser. Puis je sors une de mes cartes de visite et je la pose sur la table devant elle. Mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, des conseils sur les affaires, les finances, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Il prend la carte, la lit. Westfield Analytics. Oh, waouh. Vous êtes Emma Westfield. J'ai lu des articles sur vous. Ma fondation pour les victimes de fraude est toujours disponible pour aider, je termine. Je regarde directement l'homme maintenant. On ne sait jamais de qui on pourrait avoir besoin de protection. Son sourire ne faiblit pas. Mais je le vois dans ses yeux. La reconnaissance. Pas de moi spécifiquement, mais de ce que je suis. Quelqu'un qui sait. Je m'éloigne, mais pas avant de voir la femme regarder la carte. Puis l'homme, une nouvelle lassitude dans son expression. Peut-être qu'elle m'appellera. Peut-être pas. Peut-être qu'il est exactement ce qu'il semble être. Et je viens de me ridiculiser. Mais peut-être, juste peut-être, je l'ai sauvé du cauchemar que j'ai vécu. Et cette possibilité vaut tout. Je sors au soleil et pour la première fois en 3 ans, je ressens quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis ce terrible jour à l'aéroport. Je me sens puissante. Non pas parce que j'ai détruit Thomas. Non pas parce que je me suis vengé, mais parce que j'ai survécu. J'ai reconstruit. Et maintenant,
j'utilise ce que j'ai appris pour protéger les autres. Thomas a essayé de me détruire. Au lieu de ça, il a créé quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. Il a créé quelqu'un de plus fort qu'il ne pourrait jamais l'être. Et c'est la meilleure vengeance de toutes.